Répondit de la presse. Donc, c'est un plaisir pour nous, une fois encore, de vous retrouver dans cette salle. Et surtout sur une thématique qui devient, au fil des années, la thématique phare de notre axe d'intervention, qui est le salon du financement de l'agriculture. Et dans le cadre des préparatifs de la 11e édition, nous nous sommes donné le devoir ce rendez-vous pour partager avec vous les avancées et qui parle de 11e édition, parle quand même de l'exigence de faire un petit bilan sur les 10 premières éditions avant de croiser un peu l'axe florissant de la 11e édition. Donc, sans plus tarder, je pense que ma collègue Awa Deme va plus présenter le cadre de cette 11e édition du Salon du financement de l'agriculture pour nous permettre après d'intervenir sur un petit bilan sur les 10 ans et ouvrir un peu le débat à vos questions et réponses. Merci, Awa. Merci à vous. Alors, comme l'a si bien introduit M. Georges Akibode, nous sommes aujourd'hui à la 11e édition du FINAGRI. Après une décennie d'engagement, le FINAGRI reste la plus grande rencontre sous-régionale qui est dédiée aux mécanismes de financement adaptés aux réalités africaines. Très important à préciser. Nous sommes aujourd'hui à la 11e édition. Auparavant, on le faisait dans d'autres villes du Mali. Cette année, ça sera précisément à Bamako et ça se tiendra du 19 au 21 juin 2025 au mémorial Modibo Keïta. Alors, c'est un programme qui sera sur 3 jours, animé par des séances d'exposition avec des ateliers B2B, des ateliers B2B, des séances d'exposition, des conférences et des thématiques phares. Cette année, précisément, on a choisi une thématique qui parle de digitalisation et finances inclusives. C'est-à-dire qu'on va parler des besoins des EAF et MPME maliennes pour des solutions socio-économiques durables. Je vais laisser aussi la parole à M. Georges. Oui, bon, comme elle vient de la préciser, il y a 3 axes phares d'intervention, 3 axes stratégiques de cet événement, le Salon du financement de l'agriculture. Nous avons les expositions, l'espace exposition qui est réservé aux institutions de microfinance, aux banques, aux fonds de garantie, aux projets s'intéressant au financement des jeunes. Donc, ce n'est pas en réalité l'espace d'exposition commerciale ou bien foire commerciale, mais c'est plutôt les structures en lien avec le financement qui prennent des stands et qui ouvrent un peu le débat, provoquent le débat entre ce qu'ils font et le public qui vient visiter généralement les espaces. Donc, nous avons aussi l'axe important qui est les rencontres thématiques. Les rencontres thématiques permettent aux porteurs de projets, à ceux qui déjà ont connu l'expérience de financement et ceux qui veulent chercher le financement, de venir rencontrer un peu les acteurs de l'écosystème et aussi les bailleurs, les financeurs pour échanger un peu, voir comment améliorer un peu l'axe de financement, le cadre de financement, quelles sont les expériences réussies, quelles sont les expériences d'échec, quel est le goulot d'étranglement au jour d'aujourd'hui pour le financement des startups, des entreprises en développement et surtout des grands MPME parce qu'il y a des fonds d'investissement qui sont là mais qui agissent un peu sur des pans d'investissement très très élevés. Donc, à toute échelle, nous avons les différents niveaux de financement, que ce soit le très petit financement dont on a besoin comme en termes de fonds d'amorçage, des startups ou bien des fonds de développement ou bien des grands fonds d'investissement. Donc, tous ces besoins sont pris en charge dans le cadre du débat thématique. Et au-delà du débat thématique et des expositions, il y a le volet très important des rencontres B2B. Et je pense que c'est d'ailleurs ce volet qui mobilise les porteurs de projets, les rencontres B2B. Parce qu'à chaque salon du financement de l'agriculture, nous collectons les plans d'affaires
et ils suivent des formations en business pitch pour se préparer à la rencontre des bailleurs, des financeurs, des banques et sur de microfinance. Donc, dans ce cadre, cette année, actuellement, nous sommes à 320 plans d'affaires collectés, 320 plans d'affaires, et nous sommes sur la finalisation des analyses, nous faisons nos retours, et avant le Finagri, il y aura une petite formation en business pitch pour ces porteurs de projets. Business pitch parce qu'ils sont appelés à partir du 19 juin à aller à la rencontre de leurs potentiels bailleurs, de leurs potentiels financeurs, de leurs potentiels partenaires financiers. Donc, il faudrait qu'ils aient l'argumentation nécessaire pour affronter les questions de leurs bailleurs, parce que n'oublions pas, les institutions de microfinance, les banques aussi, ils font de l'entrepreneuriat aussi, ils investissent, ils mettent à leur disposition l'argent des gens. Donc, il faudrait qu'ils s'assurent sur la garantie, qu'ils s'assurent sur les retours en investissement. Donc, c'est comme ça, ces trois volets-là. Donc là, si vous le permettez, nous parlons de 11e édition. Mais cette aventure a formidablement commencé en 2014 à Sikasso, à l'hôtel du Cinquantenaire. En 2014, c'était la toute première édition et sous la facilitation du ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre de l'Agriculture qui fut aussi PDG de l'Office du Niger, qui fut aussi directeur régional de l'Agriculture, M. Seydou Idrissa Traoré, mes salutations à lui. Donc c'est eux qui ont animé un peu les différents panels avec les experts venus de la sous-région et c'était formidable. Donc c'est depuis la première édition en 2014 qu'on s'est dit, vu l'engouement, vu le grand succès et vu les effets et impacts à long terme que ça a produit, il faudrait chercher à pérenniser. Et si nous sommes aujourd'hui à la 11e édition, tenez-vous bien, on n'a jamais manqué une année l'édition de Finagri. Jamais. Quelles que soient les difficultés, Finagri a toujours eu lieu. Donc, après les recherches, après consultation de notre base Excel, on se retrouve déjà en 2014, la première édition, on avait 122 plans d'affaires soumis par des coopératives, par les agriculteurs, les agripreneurs, tout cela. Donc, sur ces 122, il y a eu 122 éco-favorables. L'éco-favorable, c'est la rencontre après le B2B, c'est le PV que l'institution de financement fait. Donc, on appelle ça les éco-favorables. Donc, si l'institution se dit, on va financer ce projet, il donne un avis favorable. Parce que Finagri n'est pas un cadre de financement direct. Mais Finagri enclenche le process de financement. Donc, tu soumets ton plan d'affaires. Après le B2B, l'indicateur, c'est éco-favorable sur la base du PV. Donc, et là, la première année, 122 plans d'affaires soumis. Après rencontre B2B, 122 éco-favorables. Ça veut dire que les plans d'affaires étaient de très bonne qualité. Mais après tout le suivi, on s'est rendu compte qu'il y a eu 97 plans d'affaires financés. 97 plans d'affaires financés et les 25 plans d'affaires non financés, certaines coopératives ont perdu en cours d'évolution leurs partenaires de projets qui les accompagnaient. Il y a eu des dissensions internes avec certaines structures. C'est pour cela qu'on n'a pas pu atteindre le plein financement des 120%. Donc en 2015, déjà on est allé de Sikasso, on est allé à Ségou en 2015. Donc en 2015, on était à Ségou. Donc là, c'est 147 plans d'affaires. Déjà, il y a eu une progression en termes de plans d'affaires soumis. 147 plans d'affaires. Toujours 147 éco-favorables. Mais malheureusement, à Ségou, sur le site, 14 plans d'affaires financés. 14 plans d'affaires. Pourquoi cette faiblesse de Ségou? Parce qu'à l'époque, Ségou vivait avec certains partenaires financiers, avec certaines banques. Je ne sais pas si je dois parler dire le nom, mais
des situations assez lourdes d'impayés. Donc, on est arrivé dans un environnement où il y avait déjà un fort taux d'impayés et il y avait eu la peur du risque de surendettement. Donc, les gens ont soumis, les B2B ont été très bien faits, mais après, il va falloir faire des recherches croisées avec les autres institutions pour voir s'il n'y a pas eu de financement déjà pour ces gens-là. Donc, on s'est rendu compte que certains traînaient déjà des antécédents. Donc, en 2016, 151 plans d'affaires, 102 éco-favorables, 42 financés. 2017, 160 plans d'affaires, 131 éco-favorables, 57 plans d'affaires financés. En 2018, 177 plans d'affaires, 160 éco-favorables et 150 plans d'affaires financés. Je pense que 2018 fut l'année de notre meilleur succès que nous voulons même regagner cette année en 2025. Donc, je laisse tout ça, je reviens à 2024, l'année passée, sur 315 plans d'affaires soumis et 301 éco-favorables et 122 plans financés après le suivi. Nous sommes aujourd'hui en 2025. L'objectif, c'est d'arriver à soumettre 300 plans d'affaires. Déjà, on a collecté, on est au-delà de 300, mais il y a des plans d'affaires qui sont en cours d'analyse parce qu'il nous arrive d'éliminer certains plans d'affaires ou bien de réorienter un peu les filières et d'avoir 300 éco-favorables et 300 financements. Ça, c'est nos voeux et on y travaille pour arriver au mémorial Modibo Keïta avec des plans d'affaires de qualité pouvant facilement lever les fonds. Donc, sur ce, je vous dis merci. Nous sommes à vous. Voilà. Je vous invite à venir massivement le 19 au 21 juin au mémorial Modibo Keïta. Aujourd'hui, nous savons tous que le financement, c'est un levier important et surtout stratégique pour le développement de la filière agricole, des filières agricoles. Donc, c'est d'inviter nos amis agriculteurs à y prendre part avec dévotion. Voilà, merci. Merci. Maintenant, nous sommes ouverts à vos questions. Des questions. Nous sommes là pour le conférence de presse aujourd'hui. Maintenant, vous avez expliqué l'objectif même de FNAGRI à travers les entrepreneurs et les agriculteurs qui sont actifs qui viennent assister au niveau de FNAGRI. Maintenant, la première question que je pose pour vous, quel sera l'impact de FNAGRI entre les entrepreneurs et les agriculteurs, les acteurs des agricoles? Merci. Je connais, c'est la démarche, on recense. Ok. Maintenant, ma deuxième question. Moi, je pense que question-réponse, c'est bien. Oui. Bon, je trouve intéressant cette question parce que quand on agit sur des activités comme le salon du financement de l'agriculture, l'objectif c'est d'avoir de l'impact. Ce n'est pas une activité qu'il faut faire parce qu'on a envie de le faire. C'est surtout l'impact. Et quand vous mettez l'ensemble dans votre question sur l'impact, et vraiment, ça nous va droit au cœur. Réellement, nous, la situation économique actuelle des pays du Sahel, particulièrement la zone géographique qui nous intéresse, est que ces pays ont décidé de prendre en main leur destin. Et ça ne plaît pas et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et dans cette orientation, il y a des partenaires que le pays a perdus. Et la situation réelle économiquement devient plus dure. Et aussi, le défi de la souveraineté impose l'obligation d'atteindre la souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit une agriculture soutenue techniquement et financièrement. Nous parlons en termes d'équipement, nous parlons en termes de financement. Mais il se fait que le financement peut te permettre d'avoir accès à la formation de qualité, d'avoir accès au financement de qualité et aux équipements de qualité et d'avoir un fonds de roulement te permettant de bien dérouler tes activités. Donc l'impact que nous voulons, d'abord,
les effets directs est que au lendemain du Finagri, il faudrait qu'on recense 300 échos favorables pour les plans d'affaires soumis dans le B2B. Il ne faudrait pas qu'il y ait des plans d'affaires rejetés. D'ailleurs, c'est pour cela que l'équipe est en train de travailler pour soumettre des plans d'affaires de qualité, pour qu'on puisse avoir l'effet direct de 100 et de 300 plans d'affaires ayant reçu l'écho favorable des partenaires de financement. Maintenant, sur le long terme, que ces échos favorables se transforment en financement réel. C'est-à-dire que d'ici 6 mois, on revienne vous informer que sur 300 échos favorables, nous avons eu plus de 50% de financement les 6 premières années et les 6 premiers mois, c'est-à-dire au moins 150 plans d'affaires financés. Et imaginez, quand on finance 150 plans d'affaires, c'est au minimum plus de 600 à 1000 emplois créés indirectement et directement, parce que chaque projet emploie en moyenne 2, 3, 4 personnes. Donc là, c'est de l'emploi durable créé pour ces personnes, c'est de l'économie et une valeur ajoutée économique créée, et c'est la production agricole qui est améliorée. Donc ça, comme effet direct, 300 échos favorables, comme impact à long terme, des emplois créés, des emplois indirects créés, la durabilité de l'agriculture, l'atteinte de la sécurité alimentaire, et surtout, donner le moyen à 150 jeunes d'avoir le financement pour agir en agriculture. Merci. Ok, maintenant, cette année, le thème que vous avez placé sur la digitalisation et l'inclusion financière, quel sera l'objectif par rapport à ça? Parce qu'on a vu qu'ici au Mali, les plus grandes agriculteurs, c'est dans les zones rurales. Comment ils vont adapter la digitalisation à l'agriculture au niveau du FNAC? Merci. Bon, le thème digitalisation, c'est un thème, c'est un tournant universel qui s'impose aujourd'hui à tout acteur évoluant dans le monde rural, dans le monde agricole. La digitalisation. C'est non négociable. Parce que vous avez dit quelque chose de très important, les producteurs sont dans des zones rurales. Mais c'est justement cette digitalisation qui les rapproche des zones urbaines. C'est justement cette digitalisation qui leur permet d'accéder au marché dont, logiquement, physiquement, leur portée ne peut pas atteindre. Aujourd'hui, M. Coulibaly, figurez-vous, avec la digitalisation, un producteur qui est au fin fond de Niamfouké, qui a produit son riz ou son blé, qui a sa smartphone de qualité, qui prend de très bonnes images, qui filme et qui fait un mini montage, parce qu'il y a les logiciels déjà qu'à partir de son téléphone il peut faire des montages, et qui intègre le marché en ligne avec ses images du réseau Agrivision Sahel, qui intègre d'autres plateformes de distribution. L'opérateur économique qui est en Inde, l'entreprise de transformation agroalimentaire qui est au Brésil, les partenaires qui sont aux Pays-Bas peuvent directement voir sa production, le prix, la qualité, l'itinéraire technique qu'a suivi cette production, alors que lui, il est à Niamfouké. C'est la magie de la digitalisation. Aujourd'hui, moi, je suis en contact avec une trentaine d'éleveurs de Ségou et de Caille dans le cadre du projet entrepreneurial agricole des jeunes qui ont vendu leurs moutons depuis Caille, depuis Ségou, et qu'on est en train de convoyer pour payer, pour donner à leurs fournisseurs. Parce que là, ils sont dans des zones dispersées, ils ont pris leurs photos, on a mis dans le groupe, on a partagé, et le réseau a eu des clients qui ont passé des commandes. Donc l'acheminement se fait aujourd'hui. Ça, c'est la magie de la digitalisation. Donc il faudrait que même les acteurs ruraux s'approprient de cette opportunité. Et la digitalisation oriente même l'agriculture vers une dynamique que nous appelons l'agriculture climato-intelligente.
l'agriculture climato-intelligente, aujourd'hui avec Sandy, l'application Sandy. Tous les paysans qui ont une application Sandy, ils sont dans leur ferme, ils prennent la géolocalisation de leur ferme. Là, c'est la météo qui leur donne des notifications réelles. Je dirais comme d'autres, chirurgicales, dans leur ferme, pour dire que dans ta ferme, à telle heure, il aura la pluie. Ça, c'est la magie de Sandy, à travers la digitalisation. Et ce n'est que là. On sait aujourd'hui sur tous les marchés, telle spéculation est à tel prix, telle zone, telle spéculation à tel prix. Ça, c'est aussi la digitalisation. Donc, la digitalisation, c'est une opportunité pour l'agriculteur, pour l'entrepreneur rural, quel que soit, ça rapproche les acteurs. Merci. Merci. Voilà, une question à vous. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Et merci pour vos bonnes interventions. Merci. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser. Et est-ce que votre projet a entamé un chemin d'abord qui facilite l'accès à la terre? Parce que pour être un agriculteur, il faut avoir une terre cultivable. Est-ce que l'accès est facile en passant par vous? Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, mais pour accéder à une terre cultivable, c'est un tas de problèmes. Voilà. Merci beaucoup. Et cette question me touche énormément parce que pas plus qu'il tard hier, j'étais avec le sous-préfet M. Tunkara, le sous-préfet du Mandé. Hier, on a passé du temps ensemble. Il était question de la mise sur pied de les commissions foncières dans le Mandé. Les 7 villages aux alentours de Ntekedo, Tafara, Bandoumo, il était question de la mise en place de la commission foncière. Et vulgariser aussi la loi d'orientation agricole et le code domanial du Mali. La loi d'orientation agricole fait quelque chose de très intéressant et que exige une partition assez équilibrée et intelligente pour faciliter l'accès aux femmes et aux jeunes à la terre. C'est les couches les plus défavorisées dans la répartition de nos terres. Donc, il y a un quota qui leur est réservé. Mais est-ce que c'est appliqué? D'où on doit interagir à travers les commissions foncières qui vont faire de plaidoyer et aussi vulgariser la loi d'orientation agricole pour que les décideurs, les notabilités puissent respecter cette orientation. C'est vrai, le jeune a un problème d'accès à la terre. Mais moi, j'ajoute toujours le mot durable. Parce que s'il me revient de me prononcer, je dirais au Mali, le jeune n'a pas un problème d'accès à la terre. Mais le jeune a un problème d'accès durable à la terre. Aujourd'hui, tu vas dans une zone, tu veux faire le maraîchage, tu veux faire de la petite production, tu trouveras toujours un vieux, quelqu'un quelque part, qui va t'octroyer un espace pour produire. Mais fais des activités durables. Du moment où tu dois mettre un forage sur le terrain, ce n'est pas possible. Mais si tu produis les spéculations de courte période ou tout de suite, on t'informe que dans 3 mois, tu dois quitter le truc, tu récoltes tes concombres, tu quittes. Dans 3 mois, tu dois quitter l'espace, tes laitues sont arrivées à maturité. Donc, tant que tu fais des activités de très courte saison et sans construction d'infrastructures sur le terrain, tu es là. Les terrains sont là. Mais du moment où tu dis, je fais du maraîchage, j'ai envie de produire en contre-saison, je dois faire un forage, je dois clôturer. Oh, clôturer. Tu vas clôturer le terrain qu'on a mis à ta disposition. C'est là où le problème vient. Alors que toi, tu ne peux pas développer tes activités sans te donner la garantie de sécuriser ton terrain, de le clôturer, de faire des forages, de construire 2 ou 3 cases pour que tu puisses dormir sur le site. En ce moment, il y a un processus d'appropriation du terrain et ça fait peur à celui qui a mis le terrain à ta disposition. Donc, oui, au Mali, le jeune a un problème d'accès durable à la terre. Donc, c'est les démarches que nous faisons. Peut-être que Koulibaly, qui est notre facilitateur en communication,
pourra vous inviter. En fin du mois, on doit organiser des ateliers sur l'appropriation, la sensibilisation de la loi d'orientation agricole et comment fonctionnent les commissions foncières pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Merci. Alors, ma deuxième question est la suivante. Et vous avez parlé des finances digitales et vous financez les entrepreneurs dans le domaine. Alors, est-ce que vous avez eu à penser aussi à la dotation des connaissances nécessaires pour les financer et que leur financement soit une réussite? Merci. Nous, notre slogan au sein du réseau AgriVision Sahel, c'est l'apprentissage mutuel est gage de ressources humaines de qualité pour le développement entrepreneurial. L'apprentissage, non seulement tous nos événementiels de développement sont axés sur la formation, parce que nous sommes conscients qu'il est né de richesse que d'hommes. L'homme est le premier facteur de production de richesse. La véritable richesse dont on parle, ce n'est pas les gisements miniers, ce n'est pas les puits de pétrole, ce n'est pas l'or, mais c'est l'homme, c'est l'humain qui est le premier facteur de production de richesse. Donc, chez nous, la formation, elle est permanente. Mais actuellement, à travers le projet Go Green, nous avons 14 jeunes qui sont en formation accélérée à la ferme école du réseau AgriVision Sahel, à Tafara. Actuellement, là où je vous parle. Et on ne cesse pourquoi on est arrivé avec le concept très actif de ferme-école. C'est parce que nous sommes convaincus que la formation en agriculture doit sortir des 4 murs. C'est assez triste. Je ne jette pas le caillou à mes amis du réseau des écoles agro-silvo-pastorales, mais il y a de plus en plus d'écoles agricoles qui forment les jeunes en agriculture dans les murs, en pleine ville. L'agriculture, c'est après tout la pratique. Donc, le vrai concept doit être les fermes-écoles. Tu veux apprendre l'agriculture? On aménage la ferme, on met tout ce qui est commodité à votre disposition et bien entendu, veillez à ce qu'il y ait la connexion au réseau Internet parce que la connexion aussi, quand ça manque, le jeune va quitter le site. Et pour que le jeune fasse 20% de théorie, 80% de pratique, le jeune a la main à la pâte. Donc, nous avons nos fermes agricoles, nous avons nos GPA, nous avons nos fermes écoles qui sont tous des cadres de formation. Mieux que ça, nous travaillons sur l'agrotourisme. Pourquoi? C'est un mécanisme indirect de financement de l'agriculture. Parce que un jeune cadre des grandes sociétés de télécommunications, des grandes entreprises minières, il gagne l'argent, il est liquide, il a l'épargne, il veut investir dans l'agriculture, mais il ne s'y connaît pas trop. Mais maintenant, nous prenons ce temps de loisir comme temps de formation. Donc, au lieu d'aller en boîte le week-end, il dit, je vais en agrotourisme, je sors, je vais dans une ferme où il y a la piscine, où il y a je peux faire du VTT, je peux courir, je peux tout faire comme un vrai restaurant, comme un vrai hôtel, sauf que c'est dans une ferme. Comme ça, il s'intéresse à la spéculation dans laquelle il veut investir. Parce que dans cette ferme, il y a l'aviculture, il y a la pisciculture, il y a le maraîchage. Alors que le jeune, c'est un cadre qui a les moyens d'épargne, qui est liquide. En se connectant à cette réalité, il a la capacité d'enclencher son processus d'investissement et déléguer quelqu'un à la tâche. Et quand tu veux le flouer, il te dit non, tu ne peux pas me flouer parce qu'il a vécu déjà les expériences avicoles. Donc, il s'y connaît. Donc, je lui le plaisir, l'agréable à l'apprentissage, ludique et pédagogique. Ça, nous le faisons. Merci. Alors, comme dernière question, est-ce que vous avez pensé à intervenir dans les zones touchées par la crise ou les réfugiés internes? Oh, malheureusement, on n'a pas notre collègue en charge. On a un programme spécifique aux personnes déplacées via un programme de la GIZ.
et nous les touchons directement. Je pense que, je ne sais pas si, pour répondre à cette question, il y a une dernière. Tu veux intervenir d'abord, ce qu'on fait pour les déplacer? Viens par ici. Ah non, elle est timide. Donc c'est bon. Sinon, nous accompagnons, on a un programme très ambitieux pour les déplacer. Mais maintenant, les zones à risque, nous, un acteur de développement, c'est un risque. Moi, personnellement, en 2015, j'ai déjà été pris par les gens là. Oui, en 2015. Donc, nous sommes des soldats de développement à notre manière. Nous intervenons à Gao, à Kidal, et spécifiquement à Gao aujourd'hui, nous sommes très actifs à travers un programme d'une société de télécommunications, parce que peut-être en le disant, on va prendre ça pour de la publicité, mais si vous me le permettez, je peux le dire, c'est le programme Garbal, qui est une initiative de la SNV et de la société Orange Mali, dont nous intervenons même jusqu'à Kidal. Nous avons des points focaux à Kidal. Donc, nous, la limitation, la peur de zones à risque, ce n'est pas trop notre souci. Nous sommes des soldats au front, des soldats de développement. Merci. Vous avez des questions? Bonjour madame. Merci pour votre présentation. Moi, j'aimerais savoir, Finagri, c'est Salon du financement De l'agriculture. N'est-ce pas? Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans l'agriculture, mais qui ont déjà un business plan bien établi, est-ce que Finagri est concerné également? Ou bien ça concerne les gens qui le font déjà? Ce sont ce qu'on appelle des porteurs de projets. Ça, n'est-ce pas? Les Oui, porteurs oui. de projets, ils sont aussi invités ils peuvent y participer s'ils ont des projets en relation avec l'agriculture. Parce que, comme on l'a si bien précisé, c'est le salon du financement de l'agriculture. Donc, si un porteur de projet peut participer. Oui, c'est ça. Mais, et tu demandais réellement voir, est-ce que si l'activité n'est pas liée à l'agriculture, Non. est-ce que Ça, je sais qu'il faut forcément que l'activité soit liée à l'agriculture? Ouais. Maintenant, par exemple, si moi j'ai un projet Ouais, et j'ai besoin de financement, oui, donc si j'amène le projet Oui. qui concerne l'agriculture avec un grattage, ouais. donc est-ce qu'il y a possibilité que mon projet aboutisse à un financement? Bien sûr. Mais bien sûr, si tu as ton projet, mais par contre, ta chance est maigre. Tu viens avec, d'abord parce que ceux qui ont déposé les plans d'affaires sont prioritaires. Eux, ils doivent passer d'abord parce qu'eux, ils sont rentrés dans la dynamique au moment où toi, tu dormais avec ton plan d'affaires. Donc, eux, ils doivent passer d'abord. Ceux qui ont fait les B2B, ils doivent finir leur B2B. Ceux que nous avons formés en business pitch, ils passent, mais c'est après vous passez. Et là, vous arrivez avec une faiblesse, et que, étant un intrus dans le programme, nous ne pouvons pas faciliter ou bien faire un plaidoyer sur ton projet parce que nous ne connaissons pas ton projet. Mais par contre, si tu avais amené ton projet ici avant, on aurait pu échanger avec toi sur le projet et notre parole au niveau des gestions de microfinance pouvait te faciliter les choses. Mais tu as droit de passer le B2B si les identifiés finissent. Et aussi, on ne peut pas s'engager ni sur ta moralité parce que tu viens de tomber, on ne te connaît pas. Si, quelle garantie tu apportes? Donc, c'est toujours conseillé que les gens viennent enregistrer très vite leur plan d'affaires, qu'on échange avec eux et qu'on ait un regard assez critique et profond sur ce qu'ils font à travers des échanges, des visites de site, des conseils d'orientation. C'est le moment de faire appel à ces porteurs de projets, de prendre contact avec nous pour avoir des renseignements et des informations sur comment ça se passe. Et voilà. C'est ça. Vous contactez comment? On a un mail
On a un mail, il y a mon mail, il y a aussi le numéro de AgriVision. Sur nos réseaux sociaux, déjà sur Facebook, on a aussi une plateforme où ils peuvent aller. Il y a une partie où on a mis rejoindre. Ils peuvent mettre les informations, même si les business plan, et nous envoyer. Ils tapent seulement le réseau AgriVision Sahel sur n'importe quelle plateforme de recherche, que ce soit sur Facebook, ils nous verront avec le contact, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur les sites internet, Google, tout ça, là, ils nous verront. Le réseau AgriVision Sahel. D'accord. Et maintenant, ma deuxième et dernière question. Vous avez parlé de vos résultats, mais quels sont les défis auxquels vous devez faire face à chaque organisation de financier? Et si vous pouvez aussi parler un peu de vos échecs qui n'ont pas marché lors des élections précédentes. Merci. Bon, j'ai parlé un peu de l'échec de l'expérience de Simple. Ouais, là-bas, c'était un peu la déception parce qu'il y avait déjà un très fort taux d'impayés avec les partenaires banquiers et de financement avant que nous on arrive. Donc, mais ça, ce n'est pas la dernière édition, hein, ça date de la deuxième édition, je parle de 2015. Mais par contre, l'année passée, formidablement, ça s'est très bien passé. Donc, et les défis, vous savez, le Finagri bénéficie d'un engouement parce que il y a deux terminologies chères aux développeurs, au Mali et au public: l'agriculture, le financement. Donc, dans même l'appellation du Finagri, le salon du financement de l'agriculture, le financement, ça accroche, ça crée d'engouement. Donc, les gens sont intéressés. Le gros défi est que le Mali a une véritable tradition de financement des commerçants. Achat-vente. Je veux aller à Dubaï. Le produit est à 5 millions. Je fais la douane, je fais tout, je reviens, ça me revient à 7 millions. Sur le marché malien, je vends ça à 14 millions. Je fais un bénéfice, je retourne l'argent à la banque. C'est tranquille. Donc, historiquement, les banques qui étaient ici étaient des banques commerciales qui faisaient des affaires d'achat, de revente et qui finançait un peu ces commerçants. L'agriculture, tout le monde connaît son importance pour le développement, mais il y a trop d'incertitudes, il y a trop de peur, rien n'est maîtrisé. Donc, traditionnellement, les financeurs ont peur de mettre l'argent dans l'agriculture parce que il ne faudrait pas que tu as financé un producteur à 10 millions, tu es assis à 20 heures, tu apprends à la radio, à la télévision qu'il y a eu des criquets pèlerins qui ont dévasté les productions dans telle zone. La pluie n'a pas répondu. Il y a eu telle maladie, il y a eu mévente, donc il y a l'incertitude. C'est ça le défi. Mais l'État vient de faire des trucs formidables. D'abord, on a créé le fonds de garantie du secteur privé qui partage le risque, qui garantit à la banque, qui dit ensemble, on peut y aller et partager le risque. Donc aujourd'hui, le banquier, il est à l'aise parce qu'il n'assume pas le risque à 100%. En cas d'impayé, le risque est partagé. Non seulement ça, il y a un guichet spécial sur l'agriculture qui vient d'être ouvert. Tout de suite là, un guichet spécial. Donc ça améliore beaucoup la chose. Donc ce défi a fait que les premières éditions, on a tout fait pour amener le fonds de garantie avec nous pour rassurer les banques. Le second grand défi, comme je l'avais tantôt dit, les banques ne maîtrisaient pas trop le secteur agricole, d'où l'absence totale des agroéconomistes dans ces banques. Il n'y avait pas d'agroéconomistes. Ce qui fait que quand tu introduis un dossier pour le financement, le cycle, quand on prend la pomme de terre, le cycle et la période de production de la pomme de terre, elle est très bien connue. Mais si tu as affaire à un banquier qui a l'habitude de financer les commerçants, il va aller faire ses calculs sur quand est-ce que la pomme de terre vient sur le marché, on vend à combien et quelle marge ça crée, quand est-ce que tu vas me rembourser. Au lieu de faire le calcul sur
Quelles sont les sources d'avoir les bonnes semences de pommes de terre? Quels sont leurs rendements? À quelle période est propice pour la pomme de terre? Quelles sont les conditions de conservation de ces pommes de terre en attendant la période de pic du prix pour déverser le produit sur le marché et faire la marge économique nécessaire? Il ne va pas faire ce calcul. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, à travers les rencontres thématiques, à travers les ateliers, à travers les formations, les partages de connaissances, l'apprentissage mutuel, les cadres de dialogue avec les banques et les agriculteurs, on est arrivé à leur faire comprendre qu'il y a des outils pour atténuer le risque et ils ont le devoir de maîtriser le secteur parce que c'est la principale activité du Mali. Le Mali est essentiellement un pays agro-silvo-pastoral. Donc, les agroéconomistes commencent sérieusement à intégrer beaucoup de banques. Rares sont les banques aujourd'hui qui n'ont pas des agroéconomistes. Et c'est ces agroéconomistes qui répondent rapidement à ces dossiers quand ça arrive dans les banques. C'est ça les défis, mais c'est en cours de résolution. Merci. Merci. Merci d'avoir organisé cette conférence de presse. Merci mon cher. 11 ans, c'est pas 11 mois. C'est ça. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Et la moi, c'est un peu sur ma langue, mais ça n'empêche pas de me poser la question. J'aimerais savoir les attentes après cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous comptez attendre après cette conférence de presse? Effectivement, nos attentes immédiates, comme insiste toujours ma collègue Awa Deme, c'est d'abord une forte participation, véritablement une mobilisation, que ça soit l'événement de la fête du financement de l'agriculture. Nous sommes en juin, l'urgence d'avoir le fonds de roulement pour l'activité est là. Déjà que normalement c'est en mars qu'on devait l'organiser, mais aujourd'hui, dès que l'écho favorable est obtenu, que le financement soit enclenché le plus tôt possible. Et nous avons les mécanismes et les outils pour le faire. Et nous avons notre technique pour faire booster un peu cette prise de décision au niveau des banques et institutions de microfinance qui sont nos partenaires. Donc nos attentes aujourd'hui, un fort engouement, une mobilisation complète pour que du 19 au 21 juin, au Mémorial Modibo Keïta, que ce soit la fête du financement de l'agriculture et que les échos favorables puissent permettre d'avoir les liquidités et que les banques puissent suivre directement en finançant parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est là maintenant qu'ils ont besoin de l'argent et surtout, nous l'avons mis sur la digitalisation et il y a aussi l'équipement agricole. Donc, tout ce qui est lié aux outillages agricoles, on a besoin de ça tout de suite, les décortiqueuses, les semoirs, les intrants de qualité. Donc, l'urgence est là que le processus de financement s'enclenche très vite. C'est ça nos attentes. Quel appel avez-vous à lancer au monde agricole qui ont l'initiative de faire l'activité? Pour le monde agricole, je dis, pendant des années, on a eu de mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, le vent tourne à notre faveur. Les perspectives sont très bonnes. Parce que quand il y a l'orientation patriotique et souverainiste, c'est qu'il y a l'obligation d'atteindre la souveraineté alimentaire. Parce que politiquement, tu ne peux pas te prétendre homme libre et que ce que tu manges, ce qui rentre dans ta bouche, vient de l'extérieur. Donc la dépendance de nos États du Sahel vis-à-vis du reste du stock alimentaire des autres pays qu'on nous envoie, ça doit s'arrêter. Et si ça doit s'arrêter, c'est nous, acteurs agricoles, qui devons travailler en synergie parce que nous travaillons dans un écosystème assez complexe. Il y a les financeurs, il y a les producteurs, il y a les fournisseurs d'intrants, il y a les constructeurs immobiliers. Parce que quand on parle de BTP, les gens pensent que l'agriculture n'est pas concernée. L'agriculture est concernée par la construction des bâtiments,
des chambres, des structures de stockage de qualité qui réduisent le taux de perte. Donc, c'est tout un maillage. Et quand l'agriculture marche bien dans un pays, le pays ne peut que connaître une croissance forte parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui s'est développé sans l'agriculture. L'agriculture, c'est le premier levier de développement d'un pays. Donc, j'ai dit à nos agriculteurs 3 choses importantes. Continuons à nous former. Continuons surtout à nous former sur les bonnes pratiques de production, le respect des itinéraires techniques de production, l'amélioration de nos rendements. Comment identifier les meilleures semences, les semences de qualité. Donc, il faut de la formation. Il faut des stratégies très importantes pour accéder au marché parce que le marché, c'est la locomotive qui tire la production. Donc, toutes les stratégies, tous les moyens d'accéder au marché pour vendre. Et in fine, il nous faut pour nous, agriculteurs, pour nos familles, des formations permanentes en éducation financière parce que des fois, nous sommes très riches, mais notre don de gaspillage, notre faiblesse de gestion de nos petites ressources, de nos entrées, notre non-maîtrise de la réalité que ma poche est différente de la caisse de l'entreprise font qu'on mélange le tout. L'argent pour acheter les semences peut servir à acheter moutons pour faire plaisir à quelqu'un qui fait son anniversaire ou bien acheter du bazin ou bien des fois la pression de la société fait que l'argent qu'on a prévu comme fonds de roulement va souvent dans l'organisation des baptêmes, des événements sociaux. Mais ça, c'est parce qu'on manque d'éducation financière. Donc, armons-nous, formation, respect des itinéraires techniques pour l'amélioration des rendements et surtout, travaillons en intelligence avec les banques parce que ce ne sont pas les subventions qui sont les ressorts, les leviers pour développer une entreprise. Aucune entreprise ne se développe pas sur les subventions. Les entreprises, leurs partenaires, c'est les banques et institutions de microfinance. N'ayez pas peur de prendre des crédits, mais négociez le bon taux. Mais pour ceux qui débutent, on ne prend pas un crédit pour commencer l'activité agricole. Ils ont les moyens d'aller vers des mécanismes de financement innovants qui sont les Love Money, qui sont les crowdfunding, qui sont les fonds d'amorçage. Parce que le taux peut être suicidaire pour ceux qui veulent débuter à petite échelle, je pense, des jeunes. Sur ce, je pense avoir donné la réponse. Si tu n'es pas satisfait, je peux encourager. Avec plaisir. Et tu parles de l'entrepreneur, parle de l'échec. Il y a un d'encouragement à ces dons-là et l'entreprise sont partis en faillite. Entreprise partie en faillite, disons entreprise momentanément fermée ou bien entreprise en recul. Parce que tu pars en faillite, c'est que tu perds l'espoir, tu penses que tu ne peux plus rien relancer. Aujourd'hui, la boisson la plus consommée au monde, sur la planète, c'est Coca-Cola. Sans publicité aucune. L'inventeur de Coca-Cola ne cherchait pas à inventer une boisson. Il était à la recherche d'un médicament, infusion, pour guérir les gens. Il a échoué. C'est ça qui a donné ce breuvage Coca-Cola. Il n'a pas fait un plan d'affaires que je vais faire une boisson pour... Non. Coca-Cola, c'est la formidable leçon d'un échec retentissant. L'échec, c'est l'allié d'un entrepreneur. Mais un entrepreneur qui tombe et qui est là-bas, qui se plaint, qui ne veut plus se relever, n'apprend rien de son échec. L'échec, c'est la meilleure leçon qu'on peut avoir. Mais en échouant, quelle leçon tu en tires? Aujourd'hui, nous tous, nous sommes heureux dans chaque fête, dans chaque événement. Dans les fins fonds des zones rurales, nous consommons Coca-Cola. Et nous l'aimons bien. Mais Coca-Cola a su transformer un échec en succès. Il aurait pu rester un tradithérapeute qui produit les breuvages pour guérir les gens à petite échelle. Mais aujourd'hui,
il est un industriel qui a créé la première puissance en termes d'agroalimentaire. Il n'y a pas encore une société agroalimentaire qui dépasse Coca-Cola. Donc l'échec pour un entrepreneur, n'ayons pas peur. Tous les grands entrepreneurs ont connu plusieurs fois des échecs, mais il y a deux personnes en face de l'échec, il y a deux réactions. Est-ce que tu te laisses abattre par l'échec ou bien l'échec devient un défi de relance pour toi? Et moi, je dirais aux entrepreneurs que l'échec soit un défi de relance pour nous et qu'on en tire des leçons. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on doit clôturer le point de la fin de conférence. Maintenant, vous avez parlé beaucoup de choses sur Finagri, mais vous n'avez pas donné les détails principaux des partenaires qui est là officiellement pour le Finagri de première édition, jusqu'à la 11e édition. Aujourd'hui, qui sera le partenaire financier direct de cette Finagri? La première édition, il y a eu un discours mémorable à la clôture en 2014. Vu le succès que ça a engagé, vu l'engouement, le directeur commercial de la BNDA à l'époque, M. Koulibaly, il est à la retraite. Bonne retraite à toi, doyen, si tu nous écoutes. Il a pris la parole, il a dit devant tout le parterre, vous faites 100 fois Finagri, la BNDA va financer 100 fois. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, la BNDA est votre partenaire sur Finagri, quelles que soient les éditions ou que ce soit. Et de 2014 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu une édition à laquelle la BNDA n'a pas contribué. La BNDA a contribué à toutes les éditions. Et merci beaucoup, Koulibaly, de m'avoir tendu la perche, cette opportunité de dire merci à la BNDA. Ils ont constaté la pertinence de l'activité, ils se sont engagés et ils ont respecté leur engagement jusqu'à présent. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise de tels partenaires fidèles sur le long terme, sur la durée. Donc c'est l'opportunité pour nous de leur dire véritablement merci. Et au-delà de ça, par ce partenaire permanent qui est là, nous avons sur 8 éditions l'accompagnement de la DCI Monaco à travers le projet entrepreneurial agricole des jeunes qui facilite la formation en amont des jeunes en business pitch. Ça, c'est le projet PH qui le fait. Et depuis les premières éditions du PH, ils sont toujours avec Finagri. C'est le lieu pour nous de dire merci à Corded, qui était à l'époque ICO Corded, qui nous a beaucoup accompagnés sur plusieurs éditions à travers divers programmes, que ce soit Tchekeni Djaba, que ce soit EJOM, avec la SNV bien sûr. Et nous disons un merci particulier aussi aux entreprises au réseau de gestion de microfinance. Toutes les éditions, les microfinances étaient là. La banque était là. Je me rappelle, pendant la deuxième édition, EcoBank nous disait qu'ils n'ont pas de produits liés à l'agriculture. On leur a dit, venez participer aux activités, suivez les débats. Ils se sont rendus compte que l'agriculture, c'est une mine d'or. C'est la mine verte. Aujourd'hui, ils ont développé des produits à l'agriculture. Donc, à tous ces partenaires, nous disons merci. Et je pense que cette édition, vous ne serez pas déçus. On fera encore des choses. Et comme vous le savez, on sait bien faire les bonnes choses. Merci, Tonton Georges. Et Awa est là. Le dernier mot doit revenir. Awa. C'est ça. Quelle sera votre mobilisation communicationnelle par rapport à cette activité Finagri? Alors, en ce qui concerne, il y a déjà une mobilisation qui a déjà commencé depuis. Si vous nous suivez sur nos réseaux, surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Nous avons mis en place, il y aura des interviews, des gens qui sont dans le monde agricole, qui s'y connaissent aussi dans le financement des agroéconomistes,
qui viendront discuter sur des thèmes qui seront des instructions pour ces gens-là pour qu'ils puissent se préparer pour le FENAGRI. En tout cas, c'est vraiment une mobilisation qui est faite pour communiquer sur ce projet et aussi aider les agriculteurs à s'apprêter pour l'événement. Ok, vous avez une question? C'est bon. Donc, on est juste sur la fin. Maintenant, votre dernier mot, avant qu'on se débarrasse par rapport au FENAGRI, après votre salutation, les partenaires fiables, les partenaires très sincères qui encouragent toujours et ils sont là en tant que FENAGRI. Maintenant, votre dernier mot et on va vous laisser. Alors, c'est d'abord dire merci à déjà nos partenaires qui nous suivent depuis longtemps et aussi aux nouveaux qui s'ajoutent parce qu'il y a des nouveaux partenaires qui s'ajoutent à la liste. Cette année, ça sera vraiment incroyable. On est vraiment axé sur l'innovation, la mise en échelle de ces projets-là. Donc, venez massivement intéresser, vous contactez-nous. On est disposé à répondre à toutes vos préoccupations. Lancez aussi un message aux porteurs de projets. Nous sommes là pour vous. Et à FENAGRI, bientôt, on se retrouve du 19 au 21 juin 2025 au mémorial Modibo Keïta. Merci. Merci. Merci.